Et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire un premier bilan des Français après le premier quart de la saison. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, l'heure du bilan a sonné pour les joueurs français. Du moins, on a réparti ce podcast, enfin on a chapitré ce podcast avec les joueurs qui jouent, les joueurs qui ont eu des opportunités récentes et ceux qui ont peu, voire pas du tout de minutes, où on passera un peu plus rapidement, bien évidemment, parce qu'on aura forcément moins de choses à dire sur les joueurs qui jouent moins. Et moi, je regarde pas forcément la G-League et tout ça. J'ai regardé vite fait les stats, on a préparé un peu le truc, mais il n'y a pas tant que ça de trucs à dire sur certains joueurs. Donc voilà comment on a compartimenté le truc. Charlie, si tu veux bien, on va faire un peu un point sur l'actualité, notamment Seth Curry qui a signé aux Warriors de Golden State. Voilà, il avait promis au début de sa carrière qu'il voulait pas trop jouer avec son frère Stephen Curry. Là, tout d'un coup, ils vont se retrouver ensemble. Je trouve que l'histoire est assez marrante. J'ai hâte de voir ça, même si ça correspond pas du tout aux besoins des Warriors. Et c'est dommage parce que Stephen Curry est blessé pour le moment. Ouais, bon écoute, l'histoire est sympa, hein, ça fait toujours plaisir de voir deux frères partager le même maillot. Bon, ça va faire de l'adresse extérieure en sortie de banc. Ouais. Voilà, écoute, il sort d'une saison où il avait été assez impressionnant en termes d'adresse, si mes souvenirs sont bons, donc écoute, on va voir ce que ça donne. Je suis d'accord que c'est pas ce qui correspond a priori le plus aux besoins des Warriors, mais ils vont pas cracher sur un apport pareil en sortie de banc. Ouais, complètement. Et puis c'est ça toujours sympa de voir les deux frères jouer ensemble. Tout à fait. C'est toujours assez amusant. Giannis Antetokounmpo, de retour de blessure, est devenu le 42e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 21 000 points en carrière. Il est le 6e joueur le plus jeune de l'histoire à franchir ce total. Bravo à lui. Il a donné une interview qui est assez marrante où il a expliqué qu'il se voyait pourquoi pas dans un avenir plus ou moins lointain. Je crois qu'il a dit au niveau de ses 35 ans, être en tête de la liste du all-time scoring list qui est pour l'instant dominé de la tête et des épaules par LeBron James. Et écoute, c'est bien d'avoir des ambitions dans la vie, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bien, mais ça va pas être facile, on va dire. Il y a de la marge, quoi. Il y a vraiment du monde et beaucoup d'écart avec la tête du classement. Mais écoute, non, ça fait plaisir, hein. Moi, l'histoire de Giannis Antetokounmpo en NBA, je trouve que c'est une histoire assez sympa. J'aime vraiment bien le parcours de ce mec-là. Et puis en plus, un joueur qui reste fidèle à sa franchise, pour le moment, c'est le cas. Ça fait toujours plaisir. Donc ouais, non, c'est cool de le voir atteindre cette barre-là. C'est fidèle à sa mentalité, en tout cas, ses propos. Oui, tout à Euh, fait. pour rappeler les 5 autres noms dans la liste, le plus jeune de tous, c'est LeBron James. Il avait 28 ans et 97 jours quand il l'a fait. Will Chamberlain avait 29 ans et 187 jours. Kobe Bryant, 29 ans et 194. Kevin Durant, 30 ans et 23 jours. Michael Jordan, 30 ans et 34 jours. Et donc Giannis Antetokounmpo qui vient de prendre la 6e place. Voilà, bravo à lui. On va parler donc des joueurs français. On va commencer par les joueurs qui jouent le plus. Et on va forcément commencer par le plus important de tous, c'est Victor Wembanyama. 21 ans, il est dans sa 3e saison. Alors le début de saison de Victor a été plein de promesses, hein, on en a parlé. Ils ont fait le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise des Spurs avec 5 victoires consécutives. On a vu en lui le joueur générationnel qui sommeille, qui peut dominer la NBA dans les années à venir. On a aussi eu à nouveau la frayeur des blessures avec son mollet gauche qui devrait le tenir hors des parquets, enfin qui devait le tenir hors des parquets 2 à 3 semaines. Là, je crois que ça fait 2 semaines à peu près qu'il s'est blessé. Je pense qu'il y a une forte probabilité que les Spurs se montrent hyper vigilants avec lui et le maintiennent un peu plus longtemps sous cloche pour éviter tout risque de rechute. Les blessures de tissu ne sont jamais une bonne chose pour un joueur de son gabarit. On croise les doigts pour que ça se passe bien. Charlie, Victor Wembanyama, son premier quart de saison, comment tu le définis? Franchement, phénoménal, hein. Oui. Honnêtement, ce qu'il a montré sur les 10-12 matchs qu'il a joué, bah, c'était incroyable. Il est d'ores et déjà un poids très lourd de cette ligue, l'un des meilleurs joueurs de la NBA, au point d'ailleurs de voir les équipes qui affrontaient les Spurs prendre des mesures drastiques pour le contrer, développer des nouvelles stratégies défensives contre lui. Et ça, c'est très clairement le signe qu'il a changé de dimension.
Bon, voilà, maintenant la vraie question, c'est clair, hein, c'est quelque chose qu'on sait depuis toujours, c'est sa capacité à enchaîner les matchs sans avoir de soucis de blessure. C'est évidemment trop tôt pour s'inquiéter et considérer qu'il pourra jamais faire de saison complète, mais il faut absolument qu'il prenne soin de son physique, parce que c'est peut-être aujourd'hui sa seule faiblesse. Donc effectivement, on peut attendre de la part des Spurs qu'il fasse preuve de prudence. Là, il doit être réévalué dans les prochains jours, il me semble. Moi, j'espère quand même qu'on va pouvoir le voir revenir assez rapidement parce que honnêtement, la ligue est quand même beaucoup plus fun quand il est là. Son début de carrière, c'est celui d'un mec qui peut devenir une légende de la NBA. C'est ce qu'il a fait sur ce début de saison, c'était remarquable. Son niveau d'efficacité, sa sélection de tir qui est bien meilleure. Il va beaucoup plus chercher les fautes, défensivement et au rebond, il est extrêmement dominant. Voilà, tout ce que j'espère, c'est qu'il puisse revenir et qu'il puisse enchaîner les matchs, surtout dans cette équipe de San Antonio, qui est toujours 5e à l'Ouest et qui prouve aujourd'hui qu'elle a les armes pour espérer se qualifier directement en play-off, ce qui serait extrêmement important pour la progression des jeunes de cette équipe, à commencer par Victor Wembanyama. Ouais, je t'avoue que moi, j'ai pas du tout aimé cette blessure. Euh, Autant la thrombose et tout ça, et c'était très effrayant la thrombose parce que c'était potentiel fin de carrière. Ouais, Là, le fait que ça soit la jambe qui commence à être touchée, on a vu, hein, il y a pas mal de spécialistes qui se sont exprimés un peu dans les médias, qui ont expliqué que c'est toute la discussion d'aujourd'hui, c'est comment la NBA aujourd'hui protège ses meilleurs joueurs des blessures, comment elle essaye de les épargner physiquement. elle le fait pas. Elle le fait pas, et on l'a déjà dit dans le podcast. Je pense pas que c'est sur la table. Je pense pas que cette négociation soit sérieuse aujourd'hui au niveau de la ligue, au niveau de enfin, des gens qui dirigent cette ligue. Donc j'ai un peu peur pour lui parce qu'effectivement, quand tu vois aujourd'hui les kilomètres parcourus par les joueurs, le jeu même de Victor Wembanyama, qui est à la fois ce qui le rend unique, ce qui le rend absolument exceptionnel comme joueur, sa capacité à dribbler, sa capacité à jouer sur le périmètre, sa capacité à contrer tout ce qui bouge, d'être le joueur qu'il est, quoi, avec son gabarit extraordinaire. Et en même temps, beaucoup de spécialistes estiment que c'est aussi ce qui peut lui causer des soucis à l'avenir, malgré toute la préparation qu'il met, malgré toute la kiné, toute la science du corps qui est à sa portée et qu'il essaye de mettre en place pour être le mieux préparé possible. Beaucoup disent voilà que son corps est forcément mis à rude épreuve avec la NBA moderne. Donc j'espère vraiment, parce que comme tu l'as très bien expliqué, ce qu'on a vu dans ce début de saison, ce qu'on voit avec cette équipe des Spurs qui est vraiment en train de prendre forme, qui est vraiment pleine de promesses, on rêve d'en voir plus. Et je vois pas comment, si ce joueur tient la distance, c'est la définition même d'un terme qui est aujourd'hui un peu galvaudé, je trouve, mais c'est la définition même du joueur générationnel. Voilà, clairement. Ah oui, Victor Wembanyama est un joueur générationnel comme Luka Doncic. Cooper Flag, pour le coup, j'ai un doute, mais, Victor Wembanyama, si. Et je dis pas ça pour casser Cooper Flag, hein. Excellent joueur, et je lui souhaite que du bon. Mais il y a un moment, il va falloir arrêter de présenter tous les jeunes joueurs qui arrivent dans cette ligue comme des joueurs générationnels. Stop, quoi. ouais, en tout cas, tous les premiers choix de draft, il faut Oui, voilà, arrêter. ouais. Ouais, non, mais je suis Va d'accord. falloir se calmer 2 secondes quand même. Bah Mais écoute, Wembanyama, lui, il l'est clairement. Et cette équipe des Spurs, quand on voit comment elle tient le fort, comment elle tient la baraque en attendant qu'il revienne, voilà. Et tu sais quoi, Charlie? Il y a 2 matchs là, 2 matchs contre le Thunder fin décembre, notamment le match de Noël. Je crois que c'est un back-to-back d'ailleurs ouais, tout à fait. qui est hardcore pour les Spurs. Pas sûr que Victor Wembanyama, si jamais il joue, fasse le back-to-back, mais j'ai très envie qu'il soit là pour ces rencontres. Bah oui, c'est clair. Et effectivement, sur sa capacité à tenir le rythme et la distance, bah écoute, c'est clair qu'on peut pas s'attendre, je suis d'accord avec toi, on peut pas s'attendre à ce que la NBA fasse évoluer son format ou prenne le sujet au sérieux, parce qu'il y a un manque à gagner financier qui est trop important pour eux, sans aucun doute. Et toute l'histoire, Oui, toute aussi, l'histoire ouais. statistique, c'est-à-dire que tu mets tout l'historique statistique, ce que je viens de dire là par rapport à Giannis Antetokounmpo qui a tapé la barre des 21 000 points, tout ça, on oublie. Tout ça Oui. n'existe plus. Bon, alors je t'avoue, je pense que pour le Board of Governors, ce qui compte le plus, c'est quand même la thune, plus que les records, à mon avis. Oui, Mais oui, tous les non, mais dans contrats qui l'ensemble, viennent t'as d'être raison. signés, Ouais, bien sûr. c'est ça.
Mais bah, écoute, voilà, si c'est pas la ligue qui prend les mesures, peut-être que ça sera à lui aussi de faire évoluer son jeu, à la franchise de le préserver le plus possible, Mm. quitte à enchaîner les amendes. On sait bien que c'est pas un truc qui va les freiner. Il est bien entouré, il est dans une franchise qui est bien gérée, et il faut espérer que eux sauront prendre les mesures nécessaires. Ouais, il est à 34, un peu plus de, enfin, 34,7 minutes par match. Il a joué 12 matchs jusque-là. Autre truc que je voulais te demander par rapport à Victor Wembanyama, c'est un débat qui anime beaucoup certains podcasts américains et notamment sa place. Alors, on va pas faire un classement du top 10, top 15 NBA, mais l'autre fois, il y avait Bill Simmons et Zach Lowe qui parlaient justement de la difficulté aujourd'hui de craquer le top 5 NBA et notamment de se placer derrière le quatuor qui est Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo, selon l'ordre que vous voulez. Mais il se posait la question de savoir où se situait Victor Wembanyama et je crois que Zach Lowe disait qu'il était à peu près en l'état actuel des choses, il était tout à fait crédible de mettre Victor Wembanyama cinquième. Oui, je suis d'accord. Et rien que le fait qu'on puisse affirmer quelque chose pareil aujourd'hui, je trouve ça assez énorme quand tu vois la qualité des joueurs qui irriguent la NBA aujourd'hui. Et je trouve ça assez dingue de se dire qu'en 3 saisons, enfin, il est au début de sa 3e saison, Ouais, deux que et demi, hein. Ouais, voilà, ouais, que Victor Wembanyama soit déjà dans cette conversation. Pour moi, ça montre clairement l'extraordinaire potentiel de ce joueur et déjà ce qu'il est en train de produire sur le terrain cette saison. Enfin, je veux dire, il est vraiment dans la concrétisation des meilleurs trucs qu'on aurait pu imaginer pour lui, quoi. Ah ouais, non, non, mais tout à fait, hein. Moi, c'est pour C'est ça, le je te meilleur dis, scénario. pour moi, vraiment, il a un début de carrière qui est celui d'un mec qui va vraiment entrer dans l'histoire de la ligue, s'il est Tout à préservé fait. par les blessures. Et ouais, moi, je suis tout à fait d'accord, effectivement, hein, sur le principe qu'il y a un top 4 assez indiscutable aujourd'hui et que Wembanyama est un nom tout à fait crédible aujourd'hui pour être le cinquième meilleur joueur de la ligue. Alors après, c'est aussi chacun voit les choses comme il l'entend, chacun met en avant les choses les plus importantes, mais pour moi, Wembanyama, il coche tellement de cases que c'est tout sauf ridicule de l'imaginer à cette place-là. Ouais, ça veut dire que tu le mets devant des gars comme Stephen Curry, comme Jason Tatum, enfin qui jouent pas cette saison pour le coup, mais comme Anthony Edwards, comme des joueurs comme ça, qui sont quand même des joueurs de grande qualité. Donc, Ouais, ouais, en écoute, termes d'influence des deux côtés, pour moi, ouais, y a pas de discussion, quoi. Tu vois, ouais, tout à fait. j'adore Curry, hein, mais d'abord, il a un certain âge, et ensuite, Ouais. bah, le fait de pouvoir être à ce point-là dominant en défense, c'est quand même un aspect qui est très important. Et ce qui est assez drôle, c'est que les 5 joueurs qu'on vient de citer, donc si on garde le top 5 qu'on vient de citer avec Victor à l'intérieur, 5 joueurs qui ne sont absolument pas de nationalité américaine. Tout à fait. C'est c'est assez fou. Enfin, en tout cas, peut-être que pour la jeune génération, c'est moins fou de se dire ça aujourd'hui, mais pour un mec comme moi qui suit la NBA depuis un moment, c'est pas commun. Je reste toujours étonné de la qualité aujourd'hui du basket international et le fait qu'aujourd'hui cette ligue, la NBA, soit dominée par beaucoup de joueurs internationaux, quoi, et plus du tout par les Américains. Ouais, ouais, non, bah, pour moi, pareil, hein, tu vois, j'ai commencé à suivre la NBA après toi, mais même en ayant commencé à la suivre au début des années 2000, c'est un truc qui est quand même assez nouveau et qui Ouais, fait un peu plaisir. ouais, carrément, ouais. Tout à fait d'accord. Deuxième joueur français que je voulais citer, c'est respect aux anciens, désolé Nicolas, il nous écoute pas, je pense, mais 36 ans, 18e saison, il est aux Clippers, on a parlé des Clippers récemment. Voilà, Nicolas Batum, ça reste un connecteur génial, capable de défendre plusieurs postes avec une grande efficacité. Là, il se retrouve dans une équipe en perdition. Pour moi, Nico Batum, ça a jamais été les stats. On peut regarder ses stats et dire ah, c'est naze, c'est de la merde. Nicolas Batum, ça reste pour moi un joueur d'une grande intelligence de jeu. C'est ce qui fait sa qualité. Là, je pense que dans cette configuration des Clippers telle qu'elle est, c'est très très compliqué. Maintenant, il est à Los Angeles, il a ses habitudes, il a sa vie de famille. Je pense il est content d'être là-bas aussi pour ça. Je ne sais pas à quel point il a des ambitions.
je sais pas si sa dernière saison, elle est confirmée sa dernière saison ou pas, Charlie? Non, non, il a dit qu'il se laissait toutes les Ouais, possibilités ouvertes. d'accord. Il a une team option pour l'année suivante, là, Ok. mais pour l'instant, il s'est pas prononcé sur dernière saison ou pas. Mais voilà, pas grand-chose à dire sur Nico Batum, étant donné que la situation des Clippers, elle est quand même sacrément décevante. Donc voilà, mais bon, Nico Batum, toujours un énorme respect pour lui. Et je doute pas une seconde que si ce gars-là se retrouvait dans une équipe qui jouait un tant soit peu quelque chose, il serait un joueur de grande valeur à avoir sur son banc. Bah ouais, bien sûr, c'est clair, hein, ce mec-là, il sublime un collectif. C'est un type avec Ouais, un profil rare qui est vraiment au service du collectif, qui fait le sale boulot, qui met ses coéquipiers dans les meilleures conditions pour briller. Je me rappelle que Paul George, notamment, lui avait rendu hommage il y a 2-3 ans en le présentant comme un coéquipier absolument remarquable. Et même dans ce marasme des Clippers, on le voit, il fait partie des quelques mecs de cet effectif qui, au moins quand ils sont sur le parquet, ne trichent pas en termes d'implication et de sérieux. ouais. Bon voilà, moi ça me fait un peu de peine parce que j'aurais bien aimé que ça se passe mieux. Je dirais, c'est sa 18e saison NBA à Nico Batum. Je sais pas si on se rend compte, c'est absolument colossal dans une ligue où la durée moyenne d'une carrière est de 4 ans. On parle d'un mec qui a plus de 1100 matchs joués en NBA. C'est extraordinaire et ouais, j'aurais souhaité que sa possiblement dernière saison se passe dans un meilleur contexte. Mais grand respect à Nicolas Batum. Complètement. Il a su évoluer dans sa carrière avec grâce. Il a su s'adapter, se réinventer. Il a su surmonter pas mal de difficultés. Il a jamais rechigné. Tu te souviens son passage à Charlotte qui avait été très très compliqué quand même, où tout le monde était là à dire ouais Batum c'est terminé, il est fini. Ah bah les deux Euh, dernières saisons notamment, ouais, c'était dur, hein. ouais ouais, il y a plus rien à tirer de lui. Et finalement il nous a fait des compétitions internationales de grande qualité. Il nous a ressorti des saisons extrêmement solides. Voilà, dans un autre rôle où il a su vraiment tout à fait ouais, réinventer sa carrière au fur et à mesure que les saisons sont passées. Et franchement, j'ai un profond respect pour ce joueur. C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. C'est un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Ouais, grave. Et j'adore ce joueur. Et son intelligence de jeu, pour moi, est un plaisir où je continue de prendre du plaisir à le voir. J'ai rien que pour ça. Parce que tu vas voir, dans certaines rencontres, dans certaines actions qu'il fait, le, 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 le cerveau incroyable qu'a ce joueur-là, quoi. Il est tellement intelligent, il est tellement malin, il est tellement bon dans ce qu'il fait et dans son rôle que voilà, je kiffe ce joueur et voilà, j'ai rien d'autre à dire que des bonnes choses le concernant. Ouais, pareil, vraiment tout pareil. Ce mec est une légende du basket Ouais, français. tout à fait. Et vraiment, j'espère que ceux qui ont découvert la NBA sur le tard n'ont pas une image tronquée de lui. Parce que, encore une fois, la carrière NBA qu'il est en train de mener, elle est incroyable, hein, vraiment. Ouais, complètement. Tout à fait d'accord. Et comme tu l'as très bien dit, tous les gens qui ont travaillé avec lui, qui ont joué avec Nico Batum en NBA, tout le monde n'a que des choses positives à dire. Tout à fait. C'est un mec exemplaire dans l'attitude, dans tout. Franchement, chapeau bas, Batum. Mais tant qu'il joue, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'amour. Euh, Troisième joueur, Rudy Gobert, 33 ans, 13e saison. Minnesota reste une équipe qui est meilleure avec que sans Rudy Gobert. Ça, il y a pas de doute. Si tu as des statistiques avancées, il n'y a pas de problème. Son impact défensif reste parmi l'élite de la NBA. Cependant, Charlie, tu sais très bien ce que j'en pense. Moi, je suis d'avis que les Wolves devraient tenter de recouper ce qu'ils peuvent avec lui tant qu'il est encore à ce niveau. Justement, faut profiter qu'il est encore à ce niveau de compétition et de production pour essayer de récupérer ce que tu peux. Alors, impossible de récupérer ce que tu as donné pour l'avoir. Il n'y a pas de problème. En même temps, tu as fait venir. Enfin, Il a fait le boulot déjà. non, mais voilà, t'as fait 2 finales de conférence. C'est pas rien quand même. Si t'es les Wolves, je veux dire, il faut se souvenir que les Wolves, avant l'arrivée de Rudy Gobert, c'était quand même la merde absolue. Moi, je veux dire, faut remettre les choses dans l'ordre, quoi. Rudy Gobert, depuis qu'il est aux Wolves, les Wolves font partie des meilleurs joueurs de la conférence Ouest. Alors cette saison, on en rediscutera des Wolves plus en détail à un autre moment dans un autre épisode. Il va falloir qu'on en parle.
Mais très sincèrement, Rudy Gobert a largement permis aux Wolves d'atteindre un niveau que les fans qui suivent cette franchise depuis longtemps savent que c'était pas du tout la règle auparavant. 2 finales de conférence consécutives, c'est le bonheur, très sincèrement. Mais je pense qu'ils ont atteint le plafond avec lui. Mike Conley, pareil. Je pense que Mike Conley, il a fait son temps et qu'il va falloir faire autre chose. Ils peuvent faire le choix de garder Julius Randle et Rudy Gobert à l'approche de leur fin de contrat. Cependant, qu'arrive en 2028, chacun, ils ont une option joueur à ce moment-là. Anthony Edwards aura 26 ans. Jalen McDaniels aura 27 ans. Tu peux aussi continuer 2 ans avec eux s'il faut. Il n'y a pas de souci. Je leur en voudrais pas. À voir. Je pense sonder le marché, c'est pas stupide. Je pense qu'ils le font déjà. Les laisser aller jusqu'à la fin de leur contrat et ensuite libérer du salary cap, pourquoi pas aussi. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses du Rudy Gobert à Minnesota et qu'est-ce que tu penses que Minnesota devrait faire avec lui, Charlie? Bah, c'est une bonne question. Franchement, offensivement, là, quand même, son rôle est encore plus réduit qu'il a pu l'être par le passé. Je crois qu'il prend, ouais, c'est ça, il prend 6 tirs par match. Ça fait Mm. bien longtemps qu'il n'avait pas eu aussi peu à se mettre sous la dent. Ouais. Moi, j'ai quand même un peu tendance à croire qu'il a commencé à décliner sur le plan physique, ce qui est normal, hein, c'est pas une insulte, il a 33 ans. Euh, Tout à fait. mais il y a aussi un truc, c'est que je pense quand même qu'il fait partie des joueurs qui souffrent le plus de l'absence d'un vrai meneur dans cette équipe. Oui, tout Ça à pourrait fait. vraiment l'aider, notamment sur le plan offensif. La question de sa compatibilité, notamment avec Anthony Edwards, elle se pose aussi. Toi, tu l'as souvent posé dans le podcast, c'est pas nouveau. En plus, derrière lui, il y a un mec comme Nasrid qui pousse fort et qui, honnêtement, fait quand même plus figure d'intérieur d'avenir pour cette équipe. Et d'ailleurs, la nuit Qui a été dernière... payé, qui a eu Oui, son contrat, Nasrid. Et ils ont été obligés de le laisser partir, Nickel Alexander Walker, pour ça d'ailleurs. ouais, Ils ont fait un bah... choix entre lui et Nickel. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, maintenant, écoute, bon là, la nuit dernière face aux Spurs, il a été benché sur les 17 dernières minutes du match. Hein. Il n'a pas joué du quatrième quart-temps et même en troisième, il a été vite sorti. Finch lui a préféré Nasrid. En conférence de presse, il a un peu minimisé la chose en rappelant à quel point Rudy Gobert était extrêmement important sur le plan défensif et tout. Bon, ça, y a aucun doute. Maintenant, mais je sais pas du tout comment ça va évoluer pour lui, honnêtement. Il a un contrat qui est quand même encore assez important. Hein. Les 2 dernières saisons que tu as évoquées, elles sont à 36 et 38 millions. Euh, on sait bien que du côté des Wolves, il y a des rumeurs sur un intérêt pour faire évoluer l'effectif, probablement pour y ajouter un meneur, ce qui semblerait, quand on regarde leur match, clairement important. indispensable, ouais. Bon, est-ce que tu peux faire un package autour de Rudy Gobert? Je sais pas du tout, honnêtement, je sais pas. À voir comment ça va se passer. En tout cas, je trouve qu'il est difficile à juger ce début de saison, vraiment, parce que Mm. son déclin offensif, je suis persuadé qu'il serait vraiment moins violent s'il y avait un vrai meneur dans cette équipe. Défensivement, il reste extrêmement fort et impactant. Bon, c'est peut-être plus le défenseur de l'année qu'il était il y a encore 2 3 ans, mais là n'est pas la question, et encore heureux, j'ai envie de te dire, à 33 ans, c'est normal qu'il commence, tu vois, que les années commencent à se voir un peu. Mais ouais, je sais pas très bien à quoi m'attendre pour la suite, en tout cas du côté des Wolves pour lui. Le différentiel de points avec Rudy Gobert sur le terrain et hors du terrain, il est à plus 14, Rudy Gobert. Ah ouais, non, mais il reste très important, hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui est absolument indispensable. Et sur toutes les stats hein, que tu regardes, sur les stats avancées, alors, il a perdu un peu, mais pas énormément. Ça reste un joueur ultra positif Ouais, mais c'est le sens de ce que défensivement. c'est le sens de ce que Chris Finch pardon, disait après en conférence de presse après le match contre les Spurs, quand les journalistes ont commencé à s'exciter sur le fait que Rudy Gobert n'avait pas joué du quatrième quart-temps, il a tout de suite calmé les choses en disant attendez les gars, Rudy quand il joue c'est 90% du temps extrêmement positif pour nous quoi. Donc, Mm. Et un truc qu'il ne faut pas sous-estimer avec la présence de Rudy Gobert à Minnesota, c'est que Rudy Gobert faisait partie intégrante de l'identité de ce Minnesota qu'on voit magnifique depuis quelques saisons, c'est-à-dire une identité défensive. Et Rudy Gobert était au centre de cette histoire-là. Je pense que ce qui va être difficile pour les Wolves, je ne sais pas combien de fans vont être contents le jour où Gobert quitte la franchise, mais ce qui va être compliqué pour les Wolves, c'est de définir cette nouvelle identité. Alors, Jalen McDaniels et Anthony Edwards sont 2 excellents défenseurs. Il n'y a pas de problème. Enfin, excellents défenseurs. Ils peuvent continuer, on va dire, à entretenir cette identité défensive.
c'est pas déconnant et je pense de toute façon que c'est exactement ce qu'il faut faire. Qu'il faut pas lâcher cette identité défensive, justement. Ouais, mais sans une encre comme Rudy Gobert à Voilà, l'intérieur, pas ça va facile, hein. forcément être. Il va y avoir un changement dramatique dans ta capacité à le faire, quoi. Ouais. Donc, je pense que ce qui va être compliqué pour le Minnesota, c'est de redéfinir ça, justement. Sans Rudy Gobert, qui on est? Est-ce qu'on est une équipe défensive toujours ou pas? Sur quoi on repose notre identité? Est-ce qu'on devient tout d'un coup un truc où on est beaucoup plus offensif que défensif? Et, euh, et ça, franchement, ça va être fascinant. Et ça va arriver pour moi beaucoup plus vite qu'on ne le pense du côté des Wolves. Parce que je suis persuadé que là, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, combien même ils remontent un peu au classement, là, ils sont 6e de la conférence Ouest, et que ça reste une équipe. Il y a eu Anthony Edwards qui a manqué quand même pas mal de rencontres. McDaniels a eu une belle on voit une belle progression de sa part. Elle est fascinante, cette équipe, parce que, et ça, on l'avait déjà dit il y a longtemps, hein, Charlie. On avait dit que la timeline entre Gobert, et à l'époque c'était Towns, et Edwards et McDaniels n'était pas la même. Ouais. Et qu'il y a un moment ou un autre, ils allaient devoir faire un arbitrage sur cette ligne, enfin sur ces joueurs qui ne sont pas sur la même chronologie. Et on va y arriver à un moment ou un autre. Le fait, enfin, essayer de faire en sorte que ça se passe sans accroc, ça va être très compliqué. C'est très très dur à faire, très franchement. Ouais, après, tu vois, là, les Wolves, ils ont une série de matchs, là, à venir qui est très gérable. Ils sont tout à fait capables de faire une belle série de victoires, là. Et tu vois, est-ce qu'ils vont ressentir le besoin de bouger si dans 2 semaines, par exemple, ils sont aux portes du top 4 à l'Ouest? J'en suis pas convaincu. Ouais, complètement, ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. On verra bien. Mais pour moi, je vois pas cette équipe aller au-delà d'une finale de conférence. Oh, ce serait une surprise incroyable. Enfin, là, si cette saison ils vont en finale de conférence, c'est un exploit pour moi. Oui, je Mais suis d'accord. c'est pas une équipe qui passe au Casey. Non. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui passent au ici, hein. Non, quasiment pas. Ça devient presque risible tellement il marche sur la tête de tout le monde. Je sais pas si tu as vu l'efficacité défensive de cette équipe, mais la différence entre le Thunder et le deuxième qui sont les Rockets, donc il y a quasiment 7 points de différence, et ben c'est la même différence qu'il y a entre les Rockets et, laisse-moi te le donner en mille, et les Bulls qui sont 23e. Ouais, non, non, mais c'est C'est différent. comique, c'est une blague. Ah ouais, je suis d'accord. C'est fou. Je suis d'accord. Après, j'ai vu ces dernières années, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une équipe incroyablement dominante en saison régulière ne pas gagner le Ouais, titre. C'était les Warriors. exactement. On a eu les Celtics aussi qui se sont. Alors, il y avait les blessures qui ont expliqué ça, mais les Celtics l'an dernier, tu vois le début de saison, on était tous là à dire bon, bah, qui c'est qui va aller chercher ces gars-là? On sait jamais ce qui peut se passer. Oui, oui, tout à fait. Une saison est longue et il peut se passer plein de choses très différentes. Alors, j'aimerais bien que ce soit pas des blessures, personnellement. Je préférerais que ce soit parce que tu as une équipe qui a su trouver des solutions, mais bon, on verra bien. Et tu sais très bien de quelle équipe je veux parler. On va parler de Zachary Rizaché, 20 ans, deuxième saison. Zachary a eu du mal un peu à lancer sa saison, notamment au niveau de l'adresse au tir. Il nous a fait une grosse frayeur avec sa chute face aux Suns il y a 2 semaines où moi j'ai cru qu'il s'était pété le bassin, très sincèrement. J'ai vraiment eu très très peur. J'étais assez étonné qu'il se remette, qu'il revienne assez rapidement en fait, Ah, il a raté par qu'un match. rapport à la. Ouais, enfin, je veux dire, c'est fou. Franchement, c'est complètement fou. Euh, mais il a eu du mal un peu à s'en remettre dans le jeu. Oh oui. Tu sens c'était pas simple pour lui de revenir. Je pense que son hématome, il était monstrueux. La nuit dernière, face aux Sixers, il a été impeccable dans sa prestation, avec des paniers clutch inscrits à des moments déterminants. Il joue parfaitement dans le collectif mis en place par Quinn Snyder. J'ai l'impression qu'il est très utilisé comme spot-up shooter dans ce système. Trop utilisé comme ça. Ouais, ce que j'apprécie pas forcément. J'aimerais le voir après prendre plus d'initiatives personnelles, mais c'est pas dans sa mentalité de tirer la couverture pour lui. Je crois qu'il doit continuer à développer aussi son jeu en transition. Il est redoutable en contre-attaque, ce joueur.
Et ça, pour le coup, il a tout à fait l'occasion de le faire dans ce système. Il est très très bon en aide défensive. Ça, le coaching staff le souligne encore et toujours très régulièrement. Et on voit qu'il a amélioré aussi sa tenue de balle. On a parlé d'Atlanta dans le dernier numéro. Tu sais ce que j'en pense. Pour moi, l'avenir est radieux. Et Zachary Rizaché. Tu vois, on parlait de Nicolas Batum tout à l'heure. Est-ce que Zachary Rizaché, il n'a pas un peu un côté Nicolas Batum, justement, dans sa façon de jouer? Je parle du Batum du début de carrière, hein, du Batum à Portland. Ouais, si, il y a peut-être un peu de ça, ouais. Moi, j'avoue qu'avec Risaché, je reste encore un peu sur ma faim quand même, hein. Je trouve que pour le moment, on peut pas vraiment dire qu'il est passé un cap par rapport à ses saisons rookie. Alors, je suis d'accord, hein, il y a eu cette grosse chute contre les Suns. Il a fait une très très bonne fin de saison une très très bonne fin de saison de rookie. Hein. Ouais, ouais. Il a été bien solide quand même. Écoute, en tout cas, bah là, il a fait une interview récemment là pour Mhm. l'équipe. Là, je lisais ça en préparant le numéro. Dans lequel il explique qu'il se sent beaucoup mieux physiquement, qu'il encaisse mieux les contacts, etc. Et c'est marrant que tu évoques ça parce que justement dans cette interview, il y a une question sur son caractère discret qui pourrait être éventuellement un frein à sa progression. Alors visiblement à ses yeux, c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est clairement ça l'impression visuelle qui se dégage de lui. C'est celle d'un joueur qui a du mal à forcer sa nature. Alors peut-être qu'il laisse un peu trop le jeu venir à lui. Je sais que certains fans d'Atlanta le trouvent trop passif. Pour moi, c'est aussi et surtout une question de consigne de la part du coaching staff. Tout à Et fait d'accord. c'est vrai que moi, je suis pas fan de son utilisation. Moi, je crois toujours qu'il peut devenir un joueur important pour une équipe NBA. Alors peut-être pas un joueur calibre All-Star comme on l'évoquait, mais un role player très utile. Je pense qu'il faut vraiment qu'il progresse à 3 points pour devenir une menace extérieure plus fiable. Je pense aussi qu'avec le QI basket qu'il a, il peut devenir un défenseur encore plus régulier. Il est Mm. déjà tout à fait capable de voir de l'influence en défense. Et d'ailleurs, le match face à Phoenix où il fait cette chute terrible, c'est lui qui lance le retour d'Atlanta par ses interceptions, alors que les Hawks étaient très largement menés. Il y a aussi le fait que il faut qu'il soit aujourd'hui en NBA, je pense que c'est important, capable de se créer ses propres opportunités. Pour ça, il faut aussi développer son handle. C'est quelque chose qui va venir avec les années, hein, je suis pas inquiet. Je suis pas catastrophiste sur son cas, loin de là, et je suis d'ailleurs absolument persuadé qu'Atlanta est une bien meilleure équipe quand il est sur le parquet. Mais c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps qu'il arrive à se faire un peu plus violence pour sortir de cette Mm. espèce de passivité en attaque. Je pense aussi que c'est comme ça en fait qu'il fera évoluer le coaching staff sur les situations qu'il lui offre. C'est en montrant aux entraînements qu'il est capable d'aller chercher plus. Je pense que tout ça c'est important. C'est peut-être pas dans son caractère à l'instant T, mais ce serait bien qu'il le développe avec les années. Alors, on a envie de le voir plus tranchant. Bah ouais. Et en même temps, tu sais, je pensais à ça l'autre jour. Je me disais, un mec comme Boris Dio, qui est un de mes joueurs préférés de toute ma vie, m'a souvent frustré parce qu'il prenait pas les tirs, parce qu'il cherchait toujours à faire la passe. Jokic, des fois, il fait ça aussi, des fois. Comme quand Jokic, il prend 9 tirs dans un match, tu te dis, mais attends, gars, tu te fous de moi ou quoi? C'est n'importe quoi. Euh, alors, je dis pas que Grisaché, il est pas à ce point-là non plus. Mais j'essaie toujours de me dire qu'il faut aussi respecter un joueur qui, surtout dans le cas de Rizaché, où je pense que c'est un joueur qui est extrêmement cérébral, qui est extrêmement intelligent. Tu vois, dans ses lectures de jeu, ça on l'a toujours dit pour le coup, et ça s'est vu immédiatement dès son entrée, dès son arrivée en NBA. Et je pense que ce sont des joueurs qui parfois paraissent pas passifs, mais un peu peut-être un peu contemplatifs, parfois un peu trop contemplatifs parfois sur le terrain, parce que tu sens qu'ils ont besoin de temps pour emmagasiner toutes les informations qui se passent, quoi. Et tu as des moments, Rizaché, tu vois que quand il se pose pas trop de questions et qu'il a saisi ce qui est en train de se passer et qu'il peut se lâcher totalement, des fois, moi, il m'impressionne énormément. Des fois, tu perçois cette capacité qu'il a de vraiment peser sur des rencontres quand les shoots rentrent, quand il est ultra dynamique, qui joue en contre-attaque, que la défense avec Dyson Daniels et Jalen Johnson prend corps, ou avec Nickel Alexander-Walker. Enfin, franchement, cette équipe, elle est géniale à regarder jouer. Je kiffe, mais tellement. Mais le match face à la Philadelphie, mais c'était un délire, quoi. Je suis en transe devant cette équipe. Et là, tu sens que Rizaché, il est dans
il fait partie intégrante de ce qui se passe sur le terrain. Il n'est pas laissé pour compte, il n'est pas sur la touche, il n'est pas en demi-mesure. Juste, il accompagne le collectif et il a sa place et il joue son rôle. Ah, mais de toute façon, Et ça, je le respecte aussi énormément. de Et toute je pense façon, qu'avec c'est un les joueur années, ça va important. venir. Ouais, non, mais c'est ça. De toute façon, c'est déjà un joueur important dans ce collectif, hein, Mm. il faut être clair. Mis à part le match qu'il a loupé à cause de sa chute contre Phoenix, c'est un mec qui est constamment entre 20 et plus de 30 minutes de jeu, hein. C'est une évidence. Il est partie intégrante de ce collectif. Mais ouais, c'est vrai que voilà, il y a des situations où j'aimerais bien le voir prendre plus d'initiative. Ouais. Le curseur, en fait, je me demande où il est son curseur à Zachary. Est-ce que on est en train de voir, tu sais, les moments d'éclat qu'il a sur le terrain, est-ce que ça va potentiellement devenir la norme ou est-ce que ça ne sera jamais que des espèces de mirages un peu, enfin des mirages, des, 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 des coups de chaud un peu d'exception et que la normalité de Zachary Zaché sera enfin, dans un truc un peu plus médium, quoi. Je sais pas. Bah, Je ça, sais pas du tout. seul le temps nous le dira, hein, de toute façon. Ouais, ouais, mais moi, quand je le vois jouer, des fois, je vois un joueur qui peut vraiment être extrêmement impactant. On s'était posé, toi et moi, la question déjà. Est-ce que Zachary Zaché, un jour, sera All-Star? Est-ce qu'il a cette capacité de devenir All-Star? Je vais pas dire non. Non, c'est impossible. Aucune affirmation de ma part à l'heure qu'il est. Mais pour l'instant, j'ai du mal à le voir comme ça. Ce qui est pas dramatique, hein, mais j'ai du mal à le voir comme ça. Par contre, être un excellent joueur dans une équipe des Hawks qui sait le mettre en valeur et où il a un rôle qui est défini et qui est extrêmement important dans l'avenir de cette équipe, ça, oui, je le vois tout à fait. Ouais. Ouais, je suis globalement d'accord avec ça. Hmm. On verra bien. L'autre joueur, ça, j'avais hâte d'en parler, bordel. Alex Sarr, 20 ans, deuxième saison NBA. Il est arrivé en même temps que Zachary. Alors, Alex Sarr, pareil, on en a un peu parlé de lui. Oui, On a parlé de ces. C'était quand, je sais plus, il y a quelques temps maintenant. il y a 2 3 semaines, je pense. Ouais, voilà, ouais. Donc on a fait déjà pas mal de descriptifs sur lui. Mais je trouve, j'ai envie de continuer à le dire encore et encore, je trouve que son évolution est vraiment le rayon de soleil de la saison des Wizards qui elle, est calamiteuse. Mais voilà, le fait qu'il est... Enfin, les progressions qu'il est en train de nous montrer, le nettoyage qu'il a fait dans sa sélection de tirs, le fait qu'il est beaucoup plus efficace dans les tirs au cercle, dans son efficacité au tir. Je trouve ce joueur absolument fascinant et j'adore ce qu'il fait. Alors, bien évidemment, il y a plein de choses à améliorer. Il a un peu les œillères parfois, il doit améliorer sa lecture du jeu, son sens de la passe. Des fois, il ne voit pas des passes qui sont assez évidentes ou que tu aimerais qu'ils soient beaucoup plus évidentes pour lui. On parlait du handle de Zachary Zaché. C'est un gros point sur lequel doit travailler Alex Sarr, à mon avis, s'il veut pouvoir naviguer les défenses NBA mieux, ce qui va aider aussi sa lecture du jeu, ce qui va l'aider à lever la tête et à voir ce qui se passe autour de lui. Son placement sur le terrain, parfois, laisse un peu à désirer, que ce soit défensivement ou offensivement. Le jour où il améliore ça, il y aura encore un palier à franchir pour lui, j'en suis persuadé. Mais franchement, les progrès qu'il montre, je trouve ça génial. Et je crois que je l'avais déjà dit l'autre fois, mais c'est un joueur qui, à l'image de Giannis Antetokounmpo, alors est-ce qu'il va devenir un espèce de monstre physique comme Giannis? Je ne sais pas. Mais le jour où il arrive à gagner en force physique et à dominer physiquement un peu plus ses adversaires, notamment sur les switches, où c'est trop facile aujourd'hui de switcher sur lui avec des ailiers et il n'arrive pas à punir ça. Le jour où il arrive à faire ça, franchement, ce joueur, mais j'ai des grosses ambitions pour Alex Sarr. Je sais pas pourquoi, mais moi, il m'impressionne beaucoup cette saison. Ouais, bah c'est clair, hein, en termes de joueurs français, si on met de côté Wembanyama, dont le statut et la place dans la ligue sont à part par rapport aux autres joueurs français, c'est la grande satisfaction. On avait évoqué il y a quelques semaines donc son excellent début de saison et depuis il n'a pas du tout ralenti. C'est vraiment le patron de cette équipe. Il a énormément progressé par rapport à ses saisons rookies et d'ailleurs son coach Brian Keefe en a récemment parlé. Il a mentionné que le développement de son bagage offensif et l'impact qu'il pouvait avoir défensivement.
Et ouais, et visuellement, il dégage une impression qui est impressionnante, et ses stats confirment cette impression, hein. Il tourne à 19 points, 8,6 passes, 8,6 rebonds, pardon, 3 passes, 2 contres. On le voit aujourd'hui être dominant face à des intérieurs qui sont référencés en NBA. Alors, en plus, il a une bonne mentalité, ses progrès Grave. le prouvent, et il sait très bien qu'il en est qu'au début, hein. Il a que ça à la bouche quand il est interviewé sur le fait qu'il doit continuer à travailler. Bon, voilà, il est dans un environnement qui lui laisse de la marge pour progresser. Maintenant, comme on l'a dit la dernière fois, ce serait quand même bien qu'il soit un peu mieux entouré, qu'il soit dans un environnement où ça gagne un peu plus. Je pense que ce sera pas pour cette saison, c'est pas dramatique, hein, c'est qu'un sophomore, hein. Alex Sarr, il est qu'en deuxième année, il y a le temps pour ça. Mais effectivement, ce qui montre, les progrès qu'il montre cette saison sont vraiment excellents. L'amélioration dans sa sélection de tirs, enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de satisfaction sur ce début de saison de sa part, et bah, j'espère qu'il va continuer, hein, qu'il nous fait toute la saison à ce rythme-là, c'est assez remarquable, hein. Je sais pas si je le vois bien parce qu'il a eu aussi un début de carrière compliqué. On se souvient tous hein, de la Summer League avant que la saison officielle commence. Ouais. C'était calamiteux. Voilà, ses pourcentages d'adresse au tir étaient quand même des fois c'était hardcore. Il a eu des matchs où putain ça saucissonnait dans tous les sens. Et cependant, déjà l'an dernier, il y avait des matchs où tu te disais mais c'est fou. Et des fois il est quand même incroyable sur le terrain quoi. Il te sortait des matchs des fois t'es là mais what c'est quoi c'est Alex, t'es capable de faire ça? Pourquoi tu le fais pas régulièrement? Bah, c'est contre Denver en plus qu'il avait fait un Mais match oui, non mais c'est laisse ça, hein. tomber. Je me disais bien pour Ah, qu'il soit marqué comme ça. c'était impressionnant. Et, euh, et non, je suis. Et pareil, la question de la mentalité a été posée à Alexar et il dit qu'il travaille aussi là-dessus, sur l'aspect mental du jeu, pour essayer justement voilà, de pas être hésitant, d'être un peu plus tranchant sur le terrain. Ce qui est appréciable, un joueur qui sait se remettre en question sans que ça soit un frein à son évolution et à sa production sur le terrain. Je trouve que ce joueur est vraiment épatant, quoi. Et on parlait de Rudy Gobert tout à l'heure, tu disais ça. Ouais, Rudy Gobert qui pâtit du fait de ne pas avoir de meneur de jeu. Putain, mais s'il y a un joueur qui souffre de ne pas avoir de meneur de jeu, c'est bien Alex Sarr, quoi. Le jour où ce gars-là, tu lui mets un meneur potable sur le terrain, je pense que pareil, on verra un joueur différent. Ouais, ouais, C'est bah pas oui, oui. normal que cette équipe des Wizards ait autant de d'ailiers arrière bizarroïdes là et qu'ils n'ont pas un seul meneur de jeu potable quoi. C'est fou quand même. Elle construit avec les pieds cette équipe, c'est pas Ah possible. oui, complètement, ouais. Bah écoute, Voilà, puis les rotations de kiff là, mais c'est quoi ces rotations de merde? Oh la vache, pardon, désolé d'être un peu d'être un peu vulgaire, mais sans déconner, waouh, non, non, mais en tout cas, c'est clair que Alex Sarr est vraiment peut-être pas le l'histoire rayon de quoi. soleil de cette équipe. Et d'ailleurs, ça doit faire quelques années que les fans des Wizards ont pas eu l'occasion de chanter MVP pendant un match. Avec lui, ils peuvent le faire, donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Bilal Koulibaly joue avec lui 21 ans, troisième saison. C'est difficile de se faire une idée pour Bilal. Il a joué seulement 10 matchs. Il a loupé la saison parce qu'il s'était fait opérer à la main, je crois, au pouce. Ouais. Euh, bon, il doit s'améliorer au tir. Il s'est fait quelques plaisirs, hein. Gros Tomar, il y a des bons passages. Défensivement, on connaît ses qualités. Pareil, mentalement, j'aimerais le voir un peu plus décisif des fois dans ses décisions, dans sa façon de prendre les matchs, enfin, d'aborder les matchs en fait. Je sais pas trop quoi penser de Bilal Koulibaly. Il est jeune. Des fois j'ai peur qu'il sorte de là. Je sais pas s'il est taillé pour la NBA, j'en sais trop rien. Défensivement, oui, mais on va pas se mentir. S'il sait pas shooter, Charlie, il restera pas. Il pourra pas être sur un terrain. Ouais, c'est là il commence à Bizarre. enchaîner les matchs, il a retrouvé sa place de titulaire. Alors, il apporte des choses qui sont importantes quand même dans cette équipe, de la défense, de la vitesse en transition. Il a une capacité athlétique qui est impressionnante, tu l'as dit. Il a écrasé quelques beaux dunks déjà cette saison. Oui. Sa présence, elle est positive pour les Wizards, ça j'en suis persuadé. Je crois d'ailleurs que les chiffres le confirment. Mais c'est clair que c'est difficile d'être satisfait de ce qu'il montre. Il doit absolument passer un cap offensivement. Il doit devenir plus fiable, plus régulier. T'as parlé de sa capacité à shooter. C'est extrêmement important qu'il développe un tir un peu plus fiable.
Sa blessure a pas aidé en plus Non, bien sûr. pour développer tout ça. Donc, Mais en fait, aujourd'hui, ses qualités offensives, elles sont dans la raquette. C'est là qu'il est le plus à l'aise, c'est là qu'il est le plus impactant. Le problème, c'est que dans son jeu actuellement, bah, il focalise un peu trop sur le mi-distance. Il a une sélection de tirs qui est vraiment pas terrible. Moi, c'est un joueur dont j'aime bien le profil, mais il doit vraiment reprendre sa progression rapidement parce que en l'état, sur ce début de saison, il donne plutôt l'air de stagner, voire de régresser, en tout cas sur le plan offensif par rapport à la saison dernière. Alors, c'est hmm. trop tôt effectivement pour le juger parce que son début de saison a été tronqué par la blessure. Bon, il faut lui laisser un peu de temps, voir comment la saison se déroule et espérer qu'il travaille sur son tir parce que aujourd'hui c'est trop important pour un joueur de son profil Ouais, d'être capable de sanctionner. indispensable. Tant qu'il aura pas de shoot, Koulibaly, ça va être compliqué de vraiment exister, quoi. Ouais. Très sincèrement. On va commencer à parler des sujets qui fâchent. Enfin non, c'est un sujet qui fâche parce que la suite, c'est pas forcément énervant. Gershon Yabusele qui a signé aux Knicks de New York après une excellente saison, la saison passée à Philadelphie. Charlie, pourquoi il est allé aux Knicks, Gershon? Il était tout content d'aller là-bas, il était tout content de se dire je vais porter le maillot des Knicks. Et ça se barre totalement en cacahuète son histoire là. C'est très frustrant, je trouve. Ouais, bah, je pense qu'il est allé aux Knicks parce que c'est les Knicks, hein. Je vais pas tu Ouais, vois, ouais, ouais, ouais. je pense que quand t'es fan de NBA, avoir l'opportunité de jouer aux Knicks, c'est quand même quelque chose. Écoute, bon, alors il vient de Là, il faire se fait attaquer sur son poids, c'est moche, quoi. Oui, alors moi justement, C'est ça a l'air de lamentable. l'agacer un peu ces histoires, moi je comprends. Mm. Est-ce que tu penses pas que sur cette histoire de poids, il n'y a Mm. pas un peu aussi l'enjeu, que ce soit l'année dernière ou cette année, l'enjeu de pouvoir occuper le poste 5, et ce qui pourrait tout simplement expliquer un poids un peu supérieur à ce qu'on pourrait attendre de sa part, parce que il faut quand même être sacrément tanké aujourd'hui en NBA Ouais. pour jouer, pour jouer à ce poste-là. Bon, écoute, je sais pas, en tout cas, euh, moi, je trouve que j'aimerais bien que son temps de jeu remonte un peu, pas beaucoup, tu vois, mais au moins qu'il soit aux alentours des 15 minutes par match. Il y a 2-3 semaines, Mike Brown a expliqué qu'il manquait de rythme et que c'était dur de monter en puissance avec un temps de jeu aussi peu constant. Ah, c'est très bien de le dire, mon gars, mais fais quelque chose pour le changer, tu vois. Dans ce cas-là, il a rien changé. Ouais, il a Euh, 10 minutes par match, c'est non, mais rien tu vois, faire. c'est fou, en fait, de faire une déclaration pareille, Ouais. mais derrière, de rien faire, en fait. Je veux dire, dans ce cas-là, dis rien. Tu sais, mais bon, écoute, voilà, Yabusele, il a un problème de vitesse latérale. C'est aussi pour ça que les questions sur son poids existent. C'est aussi pour ça que défensivement, parfois, il a du mal. Moi, je reste persuadé qu'il peut apporter plus que sur ce début de saison. Il l'a montré à Philadelphie. Alors, attention, je précise quand même que on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse la même chose avec les Knicks que ce qu'il a fait à Philadelphie. Pas La du tout les saison mêmes ambitions en plus. non, mais la saison dernière, il jouait 27 minutes par match dans une équipe qui était à la cave. Évidemment, hein, C'est que ça, dans ouais. une équipe ambitieuse comme les Knicks et dans un effectif pareil, c'était pas possible d'attendre la même production. Écoute, on va voir. Moi, je reste persuadé qu'il peut faire mieux. Je reste persuadé qu'il va faire mieux. Est-ce que ça sera à New York? Ça, je sais pas. C'est pas du tout impossible qu'il soit tradé. Il a un contrat qui est très correct. C'est pas impossible qu'il se retrouve dans un package. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, moi, je suis déçu parce que Yabusele, c'est un joueur dont j'aime beaucoup le profil. Tellement. Donc j'espère que ça va aller mieux. Tellement, j'adore ce joueur. On peut parler rapidement d'ailleurs des deux autres joueurs des Knicks qui ne jouent pas beaucoup ou très peu, Mohamed Diawara et Pacom Diadé. Voilà, ça bouge pas non plus. Enfin, si Gershon n'arrive pas à trouver des minutes, Mohamed Diawara joue presque plus que. Enfin, joue pas presque plus Ah que non. Bouzélé, pas du tout. Mais je sais pas, j'ai pas grand chose à dire sur Diawara et Diadé, ça joue pas beaucoup. Ça joue même pas en G League. Donc ouais, je sais pas. Non, bah Diawara, il fait pas vraiment partie de la rotation, mais visiblement il a une bonne réputation auprès de l'effectif des Knicks. Il a eu un match face à Orlando, là où il a joué 10 minutes, Ouais, où après le match, Michael Bridges notamment a rendu hommage à son impact défensif notamment. Bon voilà, il est dans une situation qui est compliquée parce que c'est les Knicks, c'est une pression qui est différente par rapport à d'autres franchises, c'est une équipe qui est très ambitieuse, qui est très bien armée, avec une rotation dense. Bon, encore une fois, Mike Brown a été dire qu'il avait besoin de jouer, que ce soit en NBA ou en G League. Oui, bah c'est bien, mon gars, mais dans ce cas-là, fais en sorte qu'il joue, en fait. Que ce soit dans une équipe ou dans l'autre, peu importe. Mais depuis ces 10 minutes contre Orlando, il a eu que des miettes.
Ce serait mieux probablement de lui permettre de jouer en G-League et pour pas comme Dadier, bah c'est pareil, il est tout au bout du banc des Knicks. Bon, il a été envoyé en G-League là il y a quelques jours. J'ai plutôt tendance à croire que c'est une bonne chose. Et cette saison, il a participé déjà à 2 matchs de G-League où il tourne à 22,5 rebonds. J'espère qu'il va au moins pouvoir enchaîner les minutes et reprendre le fil de sa progression, parce qu'en NBA, sur ce début de saison, tu le fais rentrer pour 30 secondes en garbage time, ça sert à rien. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux tirer comme conclusion, tu vois? Moi, je suis incapable de m'exprimer sur ces joueurs-là, quoi. Ouais, en tout cas, c'est pas comme Je ça veux que tu pas rester, développes quoi. un jeune joueur. Mm. Autant qu'il soit avec l'équipe de G-League plutôt qu'il fasse la saison comme ça. Ils sont vraiment balancés dans des situations, bon, qui sont pourries, quoi. Ouais. Très sincèrement. Joueur, par contre, qui lui me plaît énormément, c'est Moussa Diabaté aux Hornets. Parce que je me retrouve à regarder les Hornets à cause de Concanupel, là, c'est pas possible. Je suis tellement amoureux de ce joueur, Charlie. Mon Dieu, c'est terrible. J'ai un coup de cœur, j'ai un crush sur Concanupel. Je n'en peux plus de. De toute façon, les Hornets, tous les ans, ils me font le coup. À chaque fois, je me retrouve à regarder les Hornets, alors que j'ai pas envie de regarder les Hornets. Mais je regarde quand même les Hornets parce il y a des joueurs qui m'intéressent, je sais pas pourquoi. Et Moussa Diabaté fait partie de ces joueurs-là. 23 ans, 4e saison. Il s'est imposé comme un joueur de la rotation du coach Charles Lee, qui, quand tu l'écoutes, est très, très, très élogieux en parlant de Moussa Diabaté, en parlant notamment de son travail à l'entraînement, de comment il approche les matchs et ainsi de suite. C'est fou parce que Diabaté, il est arrivé en NBA vraiment par la petite porte. Il a été coupé par les Clippers. Il en a parlé d'ailleurs dans certaines interviews récentes là. Et aujourd'hui, il est sur sa meilleure moyenne en carrière au point et au rebond. C'est un battant. Et quand tu entends Charles Lee parler de Diabaté et de parler de tous les progrès qu'il a fait, notamment sur ses couvertures défensives, sur sa compréhension du placement défensif, sur sa combativité au rebond, sur sa capacité à finir près du cercle, qui s'est vachement améliorée et qui fait que ses coéquipiers aujourd'hui n'hésitent absolument plus à lui filer le ballon. Le fait que ses coéquipiers, justement, apprécient de jouer avec lui, parce que parce que s'il se donne à 200% sur le terrain, ça se voit. Je trouve que c'est une des belles histoires du basket français cette saison, Moussa Diabaté. Bah ouais, la saison dernière, il avait trouvé un vrai rôle et cette saison, il devait confirmer et c'est souvent ce qui est le plus Exactement ce dur de qu'il fait. confirmer. Mm. Et il le fait avec brio, un temps de jeu en hausse qui valide par des super performances en sortie de banc. Aujourd'hui en NBA, il y a que 3 mecs qui prennent plus de rebonds offensifs que lui, c'est Steven Adams, Donovan Clingan et Jalen Duren. Et d'ailleurs globalement au rebond, il a un impact qui est énorme. Hein, c'est le meilleur rebondeur de l'équipe. Ouais. Il a une vraie influence dans la raquette. Il pose des bons écrans, il apporte de l'impact, de l'énergie. En défense, il est athlétique, il est suffisamment mobile pour défendre sur différents profils. Il a beaucoup progressé dans sa défense du cercle. Il est vraiment en train de réaliser une très belle saison. À un moment, on aurait éventuellement pu craindre que son temps de jeu euh, pâtisse un petit peu de l'arrivée de Ryan Kalkbrenner, Ouais. mais c'est pas du tout le cas, bien au contraire. Et ouais, il fait vraiment extrêmement plaisir, Moussa Diabaté. C'est trop cool de le voir à ce niveau-là. C'est trop cool de le voir s'éclater dans cette équipe. C'est génial. Ah non, mais c'est extraordinaire. Moi, j'adore l'histoire de ce gars-là. C'est franchement la détermination qu'il a, Moussa, pour avoir traversé tout ce qu'il a fait. Je suis épaté par son parcours et je suis ravi de le voir s'épanouir du côté des Hornets. Franchement, topissime. Un mec qui s'épanouit pas du côté des Hornets. Pardon, c'est Tidjane Salin, 20 ans, deuxième saison. Alors voilà, il a 20 ans. Hein. Ouais. Mais bon, 6e choix de la draft quand même. La même draft que Rizaché et Alexar. 6e choix. Il a été pris devant Donovan Clingan, Rob Dillingham, Zakidi, Cody Williams, Matas Boutzelis, Nikola Topic, Kalel Ware, tous ces gars-là, quoi. Bah ouais, écoute, alors il a eu un peu de temps de jeu au début de la saison, mais ça a pas duré longtemps. Et dès le début du Ah, mois de mais, novembre, il a été envoyé en ouais, G-League.
Oh, écoute, au moins, il montre des choses intéressantes en G-League. Il tourne à 16 Ouais. points, 8 rebonds, je crois. C'est bien qu'il ait l'occasion de jouer. Est-ce que ça sera assez pour inciter le coaching staff des Hornets à lui redonner sa chance? C'est difficile à dire. Pour le moment, ça semble pas être le cas. Après, on sait que les choses peuvent aller très vite en NBA. Ça reste un très jeune joueur. Bon, voilà, on va espérer pour lui que la situation s'améliore. En fait, ce qui me déçoit, c'est que les Hornets sont pas connus pour développer leurs jeunes talents, ou de les développer très très bien. Et, euh, et voilà. Je pense que peut-être dans une autre franchise où il y avait un vrai effort pour développer son jeu, je sais pas si c'est bien, s'il est bien là-bas, si c'est la bonne franchise pour lui. Mais ouais, décevant. Ouais, ouais. Décevant pour l'instant. Puis sixième choix de la draft, voilà, il va porter ça comme il va porter ça toute sa carrière. Oui, tout à fait. Ça c'est sûr et certain. Euh, on va terminer avec trois joueurs qui ont eu l'occasion de briller récemment. Et on parlera vite fait, on citera vite fait les derniers joueurs ensuite qui ont quasiment pas joué cette saison. Mais rapidement, on termine là-dessus. Noah Penda du Magic dont on a parlé récemment, Sidi Sissoko qui joue un petit peu là aux Blazers. C'est toi qui m'en as parlé d'ailleurs. Il joue là-bas avec Ryan Rupert. Moins fun pour lui pour le coup. Ouais. Et Maxime Reynaud aux Kings qui lui montre des très 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 bonnes choses. Voilà, Penda et Reno, franchement, je suis extrêmement content pour eux. Sissoko, j'ai pas beaucoup regardé les Blazers dernièrement, donc j'ai pas beaucoup vu de match de lui, je t'avoue. Donc je vais te laisser parler de Sissoko parce que là, je me sens pas compétent pour en parler. J'ai pas été assez sur leur match. Bah écoute, ouais, Sissoko, pour l'instant, il a l'air de s'éclater à Portland, où il est souvent aligné dans un rôle de meneur titulaire, là, depuis 5-6 matchs, il joue comme ça, c'est assez inattendu. Bravo à Thiago Splitter pour avoir identifié ses qualités et avoir su exploiter son profil. Alors, si j'ai bien compris, il avait déjà joué meneur dans sa jeunesse, c'est pas une découverte pour lui, n'empêche que le faire à ce niveau-là, comme ça reste remarquable. C'est clair. J'ai pas regardé tous les matchs du tout non plus, mais en tout cas, moi j'ai quand même l'impression qu'il apporte des choses intéressantes en termes d'intensité, en termes d'énergie. Visiblement, défensivement, il se bat aussi. En tout cas, Thiago Splitter lui a rendu hommage la semaine dernière en expliquant que son apport était bien supérieur à ce que ses stats pouvaient laisser penser. Sa situation, elle découle évidemment aussi des absences de Joe Holiday et de Scoot Henderson, mais n'empêche Hmm, qu'il a su saisir sa chance, il a su démontrer toute son tout à fait. utilité. Il est en two-way contract, mais il est en train de vivre une période qui pourrait changer son futur en NBA, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc bravo à lui et bravo à Thiago Splitter. C'est vraiment une très belle histoire pour le coup. Ouais, comme Maxime Reynaud, il a su saisir l'opportunité qui lui a été donnée aux Kings et il l'a fait de belle manière. Je suis hyper content de le voir trouver sa place dans cette équipe qui, voilà, c'est pas l'équipe la plus fun pour laquelle tu joues, mais quand tu l'entends parler, tout ça, de sa relation avec Russell Westbrook et d'autres, et les vétérans de cette équipe, il a sa place en NBA, Maxime Reynaud. Et rien que pour ça, je suis très content pour lui. Et Noah Penda, putain, l'énergie avec laquelle il joue, lui aussi, c'est pareil. Tu sens que c'est Ah un ouais. gars qui va se faire sa place parce que c'est un chien, quoi. Il lâche rien. Il est combatif. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. En plus, il est capable de planter ses tirs. Là, si tu regardes un petit peu sur les 4 derniers matchs qu'il a joués, ses pourcentages de réussite, enfin, son efficacité au tir est bonne. Il prend des shoots sûrs où il est ouvert. Donc non, je suis très content de l'évolution pour ces joueurs-là. Là. Ça se passe bien. Et j'espère que ça va porter ses fruits, qu'ils vont trouver leur place Ouais, dans les c'est ça. rotations. En fait, tout est question de saisir les opportunités. Maxime Reynaud, moi, j'ai vu pas mal de gens minimiser son match à 19 points en disant qu'il avait profité du garbage time pour gonfler ses stats. Bah, c'est vrai, mais c'est pas grave, en fait. C'est justement dans ces occasions-là qu'il doit se montrer, qu'il doit prouver qu'il a sa place en NBA. Oui, il aurait sûrement pas eu ce temps de jeu et ces opportunités dans une rencontre serrée, mais il n'y a pas lieu de critiquer ou de mépriser le Mm. fait qu'il sache saisir une opportunité comme ça. C'est d'autant plus le cas dans une équipe comme Sacramento, où on sait très bien que la saison va être compliquée, où on s'attend à ce qu'il y ait des trades.
personne ne sait à quoi cette équipe va ressembler en février 2026. Et si Maxime Reynaud, il a l'opportunité de se montrer d'ici là pour éventuellement donner envie à son front office de profiter de la situation actuelle pour développer son talent, on va pas s'en plaindre, quoi. Voilà, c'est d'ailleurs dans la foulée, son match à 19 points a eu des conséquences parce qu'il a joué plus de 20 minutes contre Memphis. Exactement. Ouais. Moi, j'espère qu'il va continuer à avoir du temps de jeu, notamment avec l'absence de Sabonis. J'espère aussi qu'il va s'imposer comme le backup de Sabonis quand il sera revenu. Ça me semblerait beaucoup plus logique et intéressant de le développer lui plutôt que de s'acharner avec Drew Eubanks. Bon, je sais que s'attendre à des décisions logiques de la part des Kings, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais ouais, non, je suis d'accord. C'est clair, t'es fou. Ouais, c'est ça. Et Noah Penda, ouais, il fait plaisir aussi. Et t'as raison, l'intensité et l'énergie que ce mec-là met quand il est sur le parquet, c'est trop cool. Et c'est cool de voir que Jamal Mosley a pas peur de faire appel à lui. Voilà. Et je pense qu'à l'entraînement, il a déjà démontré sa valeur, que Mosley, il le sort pas comme ça, en se disant, tiens, c'est qui Bien lui, sûr. on va le mettre sur le terrain. Oui, et puis il joue. Mais c'est cool je pense qu'il y a une grande différence entre briller à l'entraînement et de se retrouver sur des vraies minutes d'un match NBA. Ouais, c'est ça. Mais quand tu vois l'impact qu'il a mis contre Boston, ouais, par exemple, tu vois, carrément. dans un match où Orlando était en train de se faire bouffer, mais bouffer de chez bouffer. Alors évidemment, il a pas inversé le cours de match à lui tout seul, mais n'empêche que là encore, il a su tirer profit de cette occasion pour se montrer, et c'est super positif. Les joueurs dont on va pas forcément parler parce qu'ils ont pas assez de minutes ou ben c'est un peu compliqué pour eux. Il y a Ousmane Dieng qui est au Thunder, 22 ans, 4e saison. Alors lui, pour le coup, il joue un peu plus de 10 minutes par match, mais dans une équipe où je vois pas trop comment il va réussir à faire son trou là-dedans. Ouais, c'est clair. Étant donné le contexte. Johan Bérenger au Wolves, 18 ans, rookie. Il a quasiment pas joué. Nolan Traoré au Nets, 19 ans. Il est en G-League. Il se débrouille pas mal en G-League, tant mieux pour lui. Et puis Noah Essengue aux Bulls, 18 ans. Écoute, pareil, G-League, ça se passe pas mal. Tous ces joueurs-là, c'est... Ouais. À part Ousmane Dieng, tous les joueurs que je viens de citer, ils sont en travaux. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Ils sont sur leur contrat rookie. Donc, laissons le temps de faire son œuvre. Ousmane Dieng, j'ai envie de croire qu'il a montré certaines choses. Je ne sais pas s'il va continuer au Thunder. Je ne sais pas s'il va trouver sa place dans une autre franchise NBA. Moi, j'ai envie de croire qu'il y a de la valeur chez ce joueur. Je ne sais pas ce qu'il devrait faire dans sa carrière, mais 22 ans, la culture d'Okessi, je pense qu'il peut s'en sortir. Ouais, je sais pas, moi je trouve qu'il a pas forcément vraiment saisi les opportunités qu'il a eu de se montrer sur ce début de saison avec les absences. Bon, c'est clair qu'il est dans une équipe qui est tellement complète et tellement dominante que c'est difficile pour lui, mais là, depuis le retour de Jalen Williams, il joue plus. C'est difficile d'être optimiste quant à son temps de jeu cette saison. Il aura sûrement des minutes dans des matchs déjà pliés ou quand Marc Daigneault décidera de faire souffler certains joueurs, mais je suis un peu inquiet. Il est dans la dernière saison de son contrat rookie. Il faut absolument qu'il profite de toutes les occasions pour se montrer, pour espérer décrocher un contrat à la fin de la saison. Moi, je pense pas que ce soit du côté de Casey. D'ailleurs, il est le seul contrat rookie qui n'a pas été prolongé cette saison au Thunder, si je ne m'abuse. Donc, bon, on verra. Je reste un peu sur ma faim et les autres, les autres, c'est des joueurs qui sont en développement. On peut pas avoir de grosses attentes les concernant. Alors, certains, on s'y attendait. Typiquement Noah Essengue. On savait très bien, le front office des Bulls, au moment de la draft, avait dit qu'il le voyait comme un projet à long terme. Billy Donovan aussi avait dit qu'il devait avant tout s'étoffer physiquement. D'après ce qu'il a dit, il lui trouve déjà de bons instincts et un bon QI basket. Il fait des très bonnes performances en G-League. On va voir. C'est d'ailleurs ça qui lui a permis de grappiller ses premières minutes en NBA. On va voir comment ça va évoluer. Moi, je pense que ça va aussi dépendre de l'évolution de la saison des Bulls, qui après des débuts vraiment remarquables sont complètement rentrés dans le rang. Retombés sur terre, ouais. Ouais, c'est ça. Là, ils sont 10e avec les Bucks qui poussent derrière eux. Bon, si Chicago commence à chuter et renonce à toute ambition, j'espère qu'ils vont avoir à cœur de développer un profil comme le sien. Oui. De toute façon, c'est ce qu'on dit régulièrement dans le podcast. Tout dépend de la capacité de la franchise dans laquelle tu es à développer les talents, quoi. Bien sûr. Et t'as des franchises qui sont réputées pour ça et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc bon.
c'est malheureusement après tu choisis pas où tu tombes quand tu rentres en NBA puisque Ah non. c'est la draft où t'es signé là où c'est possible quoi. Mais ouais, on verra bien. Mais voilà, grosso modo le bilan est quand même globalement positif je trouve pour les Français. Il y a quand même plus de bonnes vibes que des trucs pénibles quoi. Ouais, notamment grâce à ceux qu'on n'attendait pas forcément, tu vois. Ouais, complètement. Tu vois, on avait quand même plus d'attentes pour un mec comme Yabusele qu'on pouvait en avoir pour Sissoko ou pour Diabaté, par exemple. Tout à fait. Après, Yabusele, c'est un vétéran. Enfin, c'est un vétéran sans lettres parce qu'il a pas enfin, il a fait une partie de sa carrière en Europe. Mais lui, il a 29 ans, Yabusele. On va dire qu'il est moins aussi dans une optique de développement, contrairement à d'autres. Bien sûr. Là, beaucoup de joueurs dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est des gamins qui ont 21 ans, quoi. Ouais. 20 ans, un truc comme ça. Ils ont le temps et bon, il y en a qui sont plus ou moins bien partis, plus ou moins bien dans des situations plus ou moins confortables. Oui, c'est ça. Et puis après, ce qui est Après, important, l'objectif, c'est d'essayer de se faire remarquer parce que la ligue, la NBA, c'est une ligue où il y a des scouts qui sont en permanence en train d'analyser les joueurs de toutes les équipes tout le temps, avec des mecs qui se disent ah mais est-ce qu'on n'est pas capable de dénicher la pépite et cette franchise n'a pas su développer ce joueur-là, mais nous on saura le faire, tu vois. oui, mais Mais pour ça, il encore faut faut-il jouer, quoi. susciter voilà, encore faut-il susciter l'intérêt, quoi. C'est ça, et pour ça, il faut jouer, que ce soit en G-League ou en Ouais. NBA. Tu vois, typiquement, un mec comme Nolan Traoré, au moins, il joue en G-League, c'est bien, visiblement, il est suivi par le coaching staff. Jordi Fernandez s'est exprimé sur ses performances en conférence de presse. C'est déjà ça, en fait. Aujourd'hui, c'est clair qu'il vaut mieux avoir la possibilité de jouer 25-30 minutes par match en G-League plutôt que d'être en bout de banc et croiser les doigts pour qu'il y ait un garbage time et grappiller 3-4 minutes, quoi. Voilà. Et après, il y a ta capacité à briller quand on a l'opportunité. Tout Quand à on te fait. donne l'occasion de le faire, est-ce que tu es capable de te mettre en avant et d'exister sur le terrain et de jouer ton rôle, en fait. Ouais, c'est De, ça, il de, faut être de- toujours prêt, mais c'est ce qu'on a évoqué la semaine dernière quand on parlait de Tyrese Maxey et du coup de gueule qu'il avait poussé pour dire à ses Ouais, coéquipiers, tenez-vous toujours prêt. Il faut toujours se tenir prêt à prouver, même sur quelques secondes, même sur quelques minutes. ouais, tout à fait. Ouais. Sage parole de Tyrese Maxey. Ça m'étonne pas. Mhm. Merci, Charlie. Bah écoute, c'était un plaisir de parler des Français. Ouais, ouais, c'était cool de parler des Français. C'est ton idée originale d'ailleurs. C'est toi qui me l'as suggéré. C'était une excellente idée, Charlie. Laisse-moi te le dire. C'est gentil. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui sont là jusqu'au bout, merci beaucoup pour votre fidélité. Voilà, n'hésitez pas pour ceux qui découvriraient le podcast. On ne sait jamais, qui sont allés jusqu'au bout. Bravo. Mettez des petits pouces, mettez des likes, des étoiles, tout ça, ça nous aide énormément, sachez-le, parce que ça permet d'aider le référencement du podcast. Voilà, on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez une très bonne semaine, bon courage, à ciao, bye bye.